Avez-vous déjà imaginé un jour passer le restant de votre vie derrière les barreaux pour un crime que vous n'avez pas commis? C'est l'histoire d'Andy Dufresne. L'histoire commence en 1947. Andy Dufresne, un banquier prospère et réservé, voit sa vie basculer lors d'un procès glacial. Il est accusé du meurtre de sa femme et de son amant. Malgré ses dénégations, les preuves de circonstances l'accablent. Des balles, une bouteille cassée et ses empreintes avaient été retrouvées sur les lieux du crime. Le verdict tombe, 2 peines de prison à perpétuité. Il est envoyé à Shawshank, une forteresse de pierre où l'espoir semble mourir dès la grille franchie. C'est là qu'il croise le chemin de Red, un homme qui sait tout avoir. Red purge une longue peine depuis 20 ans et toutes ses demandes de liberté conditionnelle ont été rejetées. Dès sa première impression, Red parie contre des paquets de cigarettes qu'Andy craquera dès la première nuit. Mais Andy reste silencieux, même quand un autre nouvel arrivant est battu à mort par le capitaine Hadley. Il a fallu un mois avant qu'il décide de converser avec une personne, et cette personne est Red. Il lui confie un marché, celui de lui fournir un marteau taille-pierre. À la question de savoir pourquoi, Andy répond qu'il collectionne des pierres. Pendant les 2 premières années, Andy est une ombre. Il subit la brutalité répétée d'une bande de détenus surnommés les Sœurs. Les harcèlements sexuels deviennent sa routine. Il se défend comme il peut mais bon, on le sait tous. La prison n'est pas un conte de fées. En 1949, les choses changent lorsqu'on le sélectionne avec l'équipe de Red pour un travail de goudronnage sur un toit. Andy surprend une conversation du capitaine Hadley sur des problèmes d'héritage. Au péril de sa vie, il propose de l'aider légalement à garder son argent. En échange, 3 bières fraîches pour chacun de ses camarades de corvée. Ce jour-là, sur ce toit brûlant, les prisonniers boivent en silence, se sentant comme des hommes libres le temps d'un instant. Andy, lui, ne boit pas. Il sourit simplement, ayant regagné une part de son humanité. Un jour, alors qu'il joue aux dames avec Red, il lui demande de lui procurer des pierres pour qu'il fabrique un jeu d'échecs. Le soir, il trouve Red au niveau du ciné et lui demande un portrait large de Rita Hayworth, la femme dont l'apparition provoque des cris de joie des prisonniers. Red lui dit qu'il lui faut quelques semaines pour s'en procurer. Alors qu'il regagne sa cellule, les Sœurs l'interceptent dans un couloir pour le harceler de nouveau. Cette fois-ci Andy s'en sort sans être dénudé, mais les Sœurs le laissent dans un état presque mort. Andy passe un mois à l'infirmerie. Quant au chef de bande, il passe une semaine au cachot. À sa sortie, le capitaine le trouve dans sa cellule et le tabasse jusqu'à le rendre handicapé. La protection d'Andy est désormais assurée. À sa sortie de l'infirmerie, Red et son équipe souhaitent la bienvenue à Andy en lui offrant gratuitement tout ce qu'il avait demandé, les pierres et le tableau de Rita Hayworth. Le directeur Norton, un homme hypocrite qui prône la discipline et la Bible tout en étant profondément corrompu, comprend l'utilité d'Andy. Il le transfère à la bibliothèque pour qu'il assiste Brox, le plus ancien des prisonniers qui est là depuis 50 ans. Là, le capitaine Hadley présente un gardien à Andy. Ce dernier veut un plan d'épargne scolaire pour ses enfants. Puis c'est le tour de tous les gardiens, y compris le directeur Norton, qui le consulte pour leur déclaration d'impôts. Andy devient le cerveau d'un vaste système artisanal. Il arrive même à faire du blanchiment d'argent pour Norton, créant de toutes pièces un personnage fictif, Randall Stephens, pour héberger les fonds détournés. Parallèlement, Andy transforme la bibliothèque. Il harcèle le Sénat de lettres pendant des années jusqu'à obtenir des fonds et des livres. Il redonne vie à ce lieu, offrant aux détenus une évasion par l'esprit. Un jour, il s'enferme dans le bureau et diffuse le duo de la lettre des noces de Figaro dans toute la prison à l'aide des haut-parleurs. Pendant quelques minutes, la musique survole les murs, et chaque homme à Shawshank se sent libre. Pour cet acte, Andy passe 2 semaines au trou, mais il ne regrette pas. Il a la musique dans la tête, une chose que les gardiens ne peuvent pas lui enlever. Le temps passe. Brox Atlan, le vieux bibliothécaire présent depuis 50 ans, obtient sa liberté conditionnelle. Mais Brox est institutionnalisé. Il a peur du monde extérieur. Il s'en prend même à un des amis de Red qui est allé lui dire au revoir. Une fois dehors, il est reçu dans une maison de retraite.
Incapable de s'adapter, il met fin à ses jours, en gravant sur le mur Brock c'était ici. Quand Red apprend la nouvelle de la mort de Brox, il considère ça comme un avertissement. Il craint de finir ainsi. En 1965, un jeune délinquant charismatique, Tommy, rejoint leur cercle. Andy le prend sous son aile. Il lui apprend à lire et l'aide pour l'obtention de son diplôme. Au cours d'une conversation, Andy évoque les circonstances qui l'ont emmené en prison. C'est là que Tommy se rappelle alors d'une information capitale. Dans une autre prison, un codétenu s'est vanté d'avoir tué la femme d'un banquier et son amant. Andy voit enfin une chance de prouver son innocence. Mais Norton, refusant de perdre son comptable et craignant qu'Andy ne le dénonce, jette Andy au cachot pendant 2 mois. Il fait ensuite assassiner Tommy en faisant croire à une tentative d'évasion. À sa sortie d'isolation, Andy semble brisé. Il est maintenant prêt à tout risquer pour sortir de prison. Il parle à Red d'un petit village au Mexique, Zihuatanejo, un lieu sans mémoire. Red est inquiet. Il lui dit d'arrêter de faire des illusions. Dépêche-toi de vivre ou dépêche-toi de mourir. Cette phrase d'Andy marque Red. Andy donne ensuite à Red des instructions précises sur un champ à Buxton, sous une pierre noire. Red devrait le récupérer le jour où il sortira de prison. Red s'inquiète, craignant qu'Andy ne se suicide. Cette nuit-là, un orage éclate. Red ne peut pas fermer les yeux. C'est visiblement la nuit la plus longue depuis qu'il est en prison. Le lendemain, lors de l'appel, la cellule d'Andy est vide. Le directeur, furieux, lance une pierre contre le poster de Raquel Welch, qui avait remplacé Rita Hayworth. La pierre traverse le papier. Derrière, un tunnel. Pendant 19 ans, avec son petit marteau, Andy a creusé la roche centimètre par centimètre. Cette nuit-là, il a rampé dans 500 mètres de canalisation d'égouts infects pour ressortir sous la pluie, libre. Andy ne s'est pas contenté de s'évader. Avant de partir, il a endossé l'identité de Randall Stephens, a vidé tous les comptes bancaires de Norton et a envoyé les preuves de la corruption à la presse locale. Le capitaine Hadley est arrêté en pleurs, et le directeur Norton se suicide dans son bureau. Quelques mois plus tard, Red obtient une libération conditionnelle après 40 ans de prison. Il se sent perdu, prêt à abandonner, jusqu'à ce qu'il se souvienne de sa promesse. Il se rend à Buxton, trouve la pierre noire et découvre une lettre d'Andy ainsi que de l'argent. L'espoir est une bonne chose, Red, peut-être la meilleure des choses. Red décide de violer sa conditionnelle et traverse la frontière mexicaine. Sur une plage étincelante du Pacifique, il voit un homme réparer un vieux bateau. Andy lève les yeux. Les deux amis s'étreignent, enfin libres, dans un monde aussi bleu que dans leurs rêves.